Mer Baltique. Ce navire qui fend la houle est une arme secrète du Troisième Reich, et pas des moindres. Le Type 21 est le submersible le plus moderne jamais conçu. 77 mètres de long, il atteint 18 nœuds en plongée et son autonomie est de 15 000 milles marins, soit 28 000 km. L'un de ces sous-marins est le U-Boot 3505. Le commandant de ce sous-marin s'appelle Horst Wilner. Il a 24 ans et vient de Danzig, l'actuelle Gdansk polonaise. À bord, il n'y a pas d'armes. Il y a des réfugiés. Ce sont surtout des enfants et des adolescents qui fuient la Prusse, menacés par l'armée rouge. On savait bien que c'était dangereux de sortir avec ces enfants réfugiés. On en était conscient, mais on a essayé de ne pas y penser. On s'est dit, allez, on y arrivera bien. On s'est fié à notre bonne étoile. C'est vrai que l'espoir a la vie dure. La présence de civils est en effet interdite dans les sous-marins. Mais de nombreux U-boats accueillent des réfugiés à bord, quitte à enfreindre les ordres. La situation était critique. L'Allemagne était à feu et à sang, la population était en péril. Alors on a passé outre et on a pris des femmes et des enfants à bord. C'est une fuite désespérée. Au-dessus de la Baltique, les avions ennemis pilonnent les navires allemands et les sous-marins russes leur donnent la chasse. À bord de l'U-boat, l'angoisse s'empare des réfugiés. Quand on faisait surface, on voyait les avions foncer sur nous. Mais sous l'eau, ça n'était pas mieux, parce qu'il y avait les sous-marins russes avec leurs torpilles. On avait une peur épouvantable. Il y a près de 60 réfugiés à bord. Parmi eux, la femme du commandant et leur nouveau-né. Ils vont passer 4 jours enfermés dans ce lieu hostile où le pire peut arriver à tout instant. On mourait de peur. On était dans ce sous-marin et je me rendais bien compte que si les choses tournaient mal, personne ne saurait jamais ce qu'on était devenu. Ce sont pourtant quelques 2500 réfugiés que les équipages de sous-marins allemands ont aidés à fuir vers l'ouest, au péril de leur propre vie. Sopot, une station balnéaire allemande sur la Baltique, située à 12 km au nord de Danzig. De longues plages, un petit cachet suranné. Dans les années 20 déjà, l'endroit est recherché par les nantis et les puissants. Ils habitent non loin de la mer, dans des villas art nouveau ou aux abords du casino. À Sopot vivent aussi Ursula Ménard et un jeune officier qui s'appelle Horst Wilner. Ils se marient le 11 décembre 1943 dans le célèbre hôtel du casino. Une cérémonie modeste. Ursula se souvient qu'il a fallu économiser jusque sur sa robe de mariée. Comme il n'y avait rien dans les magasins, on a taillé ma robe dans de vieux rideaux. Même le bouquet, indispensable à l'époque, a été prêté par un fleuriste. Il a fallu le rendre ensuite. Le temps consacré à la cérémonie est compté lui aussi. Le marié, qui est officier de marine, a le commandement d'un sous-marin. Les sous-mariniers allemands font partie de l'élite de la Wehrmacht. Ils sont jeunes et ont reçu une excellente formation. En mer, ils appliquent une stratégie sophistiquée, celle de l'amiral Dönitz, qui leur vaut de remporter de nombreuses batailles navales. En effet, au début de la guerre, les Alliés protègent mal leur convoi, si ce n'est avec quelques navires d'escorte. Encouragés par leur succès, les sous-marins allemands atteindront même la côte atlantique des États-Unis. Au cours de la seule année 1942, ils envoient ainsi par le fond pas moins de 6 millions de tonneaux.
Mais le vent tourne, et de chasseurs, ils vont devenir gibier. Fin 1942, les Alliés parviennent à déchiffrer le code allemand Enigma, un code militaire secret. Ils ont désormais accès au contenu des documents stratégiques nazis. Grâce à leur supériorité maritime et aérienne, ils infligent de lourdes pertes à la flotte sous-marine ennemie. Sur les 50 000 sous-mariniers que compte alors l'armée allemande, 30 000 périssent, prisonniers de leur cercueil d'acier. La réaction de la marine allemande ne se fait pas attendre. Ses ingénieurs mettent au point un nouveau sous-marin dit de type 21, une merveille de technologie, du jamais vu en la matière. Cet engin constitue l'arme sous-marine la plus moderne et la plus performante de la Seconde Guerre mondiale. Construit dans les chantiers navals de Brême, de Hambourg et de Danzig, il mesure 77 mètres de long, 8 mètres de large et jauge 1620 tonneaux. 119 sous-marins de ce type seront mis en service jusqu'à la fin de la guerre. Pour accélérer la construction, certains éléments sont préfabriqués dans des usines de l'intérieur du pays, puis acheminés et assemblés dans les chantiers navals. Ces bâtiments sont les premiers à pouvoir justifier pleinement l'appellation de sous-marins. Avant, les submersibles ne plongeaient que lorsque le danger surgissait, que ce soit un avion ou un bateau ennemi. Ce sous-marin-là se déplaçait toujours sous l'eau et ne faisait surface que pour déterminer sa position. Nous avions ce qu'on appelle un schnorchel, un genre de gros tube muni d'un petit chapeau qui dépassait de la surface. C'est tout ce qu'on voyait du sous-marin. L'air aspiré par le schnorchel alimentait les moteurs diesel. Et bien sûr, nous restions invisibles pour l'ennemi. Autre avantage, sensationnel pour l'époque, ce sous-marin est capable de naviguer en plongée à près de 18 nœuds. Des moteurs particulièrement silencieux rendent le bâtiment quasiment inaudible lors des sorties à petite vitesse. Nous pouvions tenir 6 semaines sous l'eau, sans remonter, avec une autonomie de ravitaillement de 9 mois. 400 de ces bâtiments étaient censés bloquer la côte de l'Amérique. Et je vais vous dire une chose, on aurait pu affamer le pays. Plus un seul bateau n'aurait pu quitter les États-Unis. Une merveille, ce U-3505. Il est assemblé dans les chantiers navals de Danzig-Schichau. Son commandant, l'enseigne de vaisseau de première classe Horst Wilner, n'a que 24 ans. Il a 65 hommes d'équipage sous ses ordres. Un métier difficile, comme s'en souvient Fritz Deutschmann, alors premier officier mécanicien. Le commandant est l'homme le plus seul à bord du navire. Il est dans une position particulièrement difficile. Il doit veiller à se faire respecter par tout le monde, ce qui n'est pas simple. Nous avions à peu près tous le même âge et les mêmes décorations. Je dois dire qu'il s'en tirait pas mal, car ce n'est pas évident de s'imposer face à 65 personnes. Moi, je n'étais jamais que le premier officier mécanicien. J'étais sous ses ordres. Je m'entendais bien avec l'équipage, ma position était plus confortable. Je pouvais discuter avec les gars, plaisanter avec eux. Le commandant, lui, doit garder ses distances. Il doit conserver toute son autorité pour la faire valoir en situation critique. Le 7 octobre 1944, l'U-3505 est mis en service. Avant son départ en mission, le bâtiment doit prouver sa navigabilité au cours d'essais menés en mer Baltique. En outre, le commandant Wilner et son équipage doivent se familiariser avec ce sous-marin doté d'une technique entièrement nouvelle. En cas d'urgence, la précision de chaque geste compte. Le 3505 affiche une puissance exceptionnelle. Ses moteurs diesel atteignent 4000 chevaux et lui permettent de naviguer en surface à 15 nœuds et demi. Grâce au schnorchel qui alimente le moteur en air, le sous-marin peut rester plusieurs mois sous l'eau.
C'est là qu'on a vraiment appris à connaître le sous-marin. On a fait toutes les manœuvres et on a testé aussi bien les machines que l'équipage. On a tout de suite été impressionné par la taille du bâtiment, mais aussi par sa technique, et agréablement surpris par la taille des cabines, plutôt spacieuses comparées à celles des autres sous-marins. Inlassablement, le commandant Villeneuve fait répéter la manœuvre de plongée. 20, 28. La mer Baltique est un terrain d'entraînement idéal parce qu'elle est plus épargnée par les affrontements que la mer du Nord ou l'Atlantique. On a fait des essais de plongée qui allaient jusqu'à 400 mètres de profondeur. Et ça craquait de tous les côtés. Je vous assure qu'on n'est pas à l'aise dans ces moments-là. La résistance en cas de coup dur est elle aussi testée. Pour vérifier si la coque en acier, épaisse de 25 mm, résiste bien aux explosions, la marine allemande lance des grenades à proximité du vaisseau pendant qu'il est en plongée. C'est aussi un test de résistance pour l'équipage. Bien sûr qu'on a eu peur. Imaginez, vous êtes enfermé dans une boîte métallique et quelqu'un tape dessus à coups de marteau. Quand on a fait ces tests, il y a des boulons qui nous ont sifflé au ras des oreilles. Ça faisait drôle quand même. En cas d'attaque aérienne ennemie, les sous-marins n'ont d'autre alternative que de plonger le plus vite possible. Et il faut une bonne quarantaine de secondes à un équipage rodé pour atteindre une profondeur de sécurité de 50 mètres. À l'époque, les grenades sous-marines lâchées par les avions explosent à une profondeur de 8 mètres. Un sous-marin en panne ou endommagé ne contrôle plus sa descente. En cas d'alerte, il plonge avec 30 degrés d'assiette et atteint très vite de grandes profondeurs. À 250 mètres, la pression est telle qu'une fuite de la taille d'un ongle est impossible à colmater. Les essais en mer de l'U-35-05 se déroulent sans anicroche depuis plusieurs mois, jusqu'au jour où... Au large de l'île de Bornholm, un filet de pêche se prend dans l'hélice. Pas d'autre solution que de la dégager sur place. Le premier officier mécanicien, Fritz Deutschmann, se porte volontaire pour cette mission. Je me suis mis en tenue de plongée, j'y suis allé. J'avais emporté une pince et une scie. Le premier maître, Heinz Grosser, est chargé de l'assurer. J'étais relié à lui par une corde. Pendant qu'il descendait, je donnais 3 petits coups pour demander si ça allait, et il me renvoyait le signal. Il faisait sombre et on ne voyait rien. Mais en regardant à contre-jour, je suis arrivé au bout de 25 minutes à dégager le filet. Il faut se représenter ce grand bâtiment par 3 mètres de fond et le filet de pêche. Dieu merci, les mailles n'étaient pas en acier et j'ai pu les couper avec la pince. La situation est risquée, car un sous-marin immobilisé constitue une cible facile. Le destin de l'équipage est entre les mains de Fritz Deutschmann. À nouveau, j'ai donné 3 petits coups pour demander comment ça allait. Mais il n'a pas répondu. C'est là que je l'ai vu, bras et jambes écartés, qui flottait entre 2 eaux. J'avais perdu connaissance. Le commandant a donné des ordres pour qu'on se dirige tout de suite sur la ville de Rønne où j'étais hospitalisé. J'ai pu remonter à bord au bout de 2 jours. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que j'avais mal respiré? Est-ce que j'avais pris un coup de froid? Il faisait très froid dans l'eau. Après tout ce temps, je ne sais plus. Toujours est-il qu'on y arrivait. Au fond, j'étais très fier. Je me disais, bon sang, tu as montré à ces petits gars que tu étais encore bon à quelque chose. Hiver 1944. La femme du commandant Villeneuve est sur le point d'accoucher dans une clinique privée de Sopot. En fin d'après-midi,
Elle met au monde un bébé en parfaite santé, la petite Barbara. À l'annonce de la nouvelle, le père est en proie à des sentiments mitigés. Quand il a appris la naissance de sa fille, il a été très déçu que ce ne soit pas un garçon. Mon mari voulait à tout prix un petit marin. Il est d'abord allé faire une tournée avec un copain et il a dû boire un verre de trop, car il était légèrement éméché en arrivant à la clinique. Mais là, toute sa mauvaise humeur de ne pas avoir eu un garçon s'est envolée, car c'était un bébé superbe. 11 jours plus tard, l'armée rouge lance son offensive d'hiver. Certains l'attendaient depuis quelque temps, mais Hitler ignore les conseils de ses services secrets et prétend que c'est un énorme coup de bluff. Il se trompe. Fort de 55 armées, les soviétiques attaquent sur 3 fronts à la fois. Plus d'1,5 million de soldats soviétiques marchent sur la seule Prusse orientale. Il suffit de quelques semaines aux troupes de Staline pour se porter loin vers l'ouest. L'infanterie allemande oppose une résistance acharnée, mais sans espoir. Eberhard Beil de Danzig avait alors 15 ans. Il se souvient de l'avancée soviétique. Dans ma chambre, j'avais accroché au mur une grande carte sur laquelle les troupes allemandes et leurs adversaires étaient indiqués par des épingles. Je me souvenais des offensives de 42-43, quand les choses allaient de l'avant. Mon Dieu, on n'en était plus là. Tout d'un coup, on s'est mis à parler de rectification du front. Et mes épingles reculaient de plus en plus. Je me disais, on est en train de perdre là. On n'est plus les vainqueurs. Mon père disait déjà, quand on fait la guerre contre les Russes, on ne la gagne pas. Les Russes tiraient déjà sur Springborn, en Mazurie. Alors, avec mon voisin, qui avait 6 mois de plus que moi, on est parti. On avait juste nos manteaux et un paquet de cigarettes trouvés dans la réserve, à la ferme. Mon voisin avait des boulettes de viande hachée en conserve. Et on est parti comme ça, sans rien prendre d'autre. Par centaines de milliers, les gens fuient devant l'avancée de l'armée rouge. Ils quittent leur foyer à la hâte dans des carrioles. Comme les routes doivent rester dégagées pour les véhicules militaires, les convois passent à travers champs, empruntant des sentiers forestiers ou la lagune gelée. Les températures tombent à -30. Beaucoup n'y survivront pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le chemin par la lagune était une horreur et qu'il y avait beaucoup de morts. Les blessés, ceux qui marchaient sur une jambe, s'écroulaient d'un seul coup. Ils roulaient dans le fossé et c'était fini. Une horreur. Au cours de cet exode vers l'ouest, 14 millions de personnes perdent tout ce qu'elles ont, y compris leur patrie. Günther Schulz, 15 ans, quitte Pillau et part vers l'ouest. Il est seul. Son père est en Bavière et sa mère est déjà en route pour le Schleswig-Holstein. Au port de Pillau, l'adolescent monte à bord d'un vieux cargo qui doit lui faire traverser la baie, puis le mener à Danzig. De là, il compte tenter sa chance vers l'ouest. Durant la traversée, Schulz découvre les horreurs de la guerre. Quand le jour s'est levé, il y avait là une femme avec ses enfants. Brusquement, elle est devenue toute bleue, mais d'un bleu. Je ne sais pas ce qu'elle a eu, si c'était un infarctus ou quoi. Et elle est morte. Ses enfants étaient encore petits. Ils ne comprenaient pas que leur mère n'était plus en vie. Et ils continuaient de s'accrocher à elle. Pour bien des fugitifs, les ports de la Baltique sont la dernière passerelle vers la liberté. C'est là, entre janvier et mai 1945, que va se dérouler l'une des plus grandes opérations de sauvetage de l'histoire de la marine. Près de 800 navires transportent soldats et réfugiés civils vers l'ouest. 2,5 millions de personnes parviennent ainsi à s'enfuir. À tous ceux qu'on rencontrait ou qu'on connaissait, on disait « tâchez de prendre un bateau et d'aller à l'ouest ». Je n'avais rien d'autre en tête, je ne pensais qu'à ça. Débrouille-toi pour te sauver. Parmi ces navires, le Wilhelm Gustloff, un ancien bâtiment de l'organisation de propagande nazie, appelé la Force par la joie. Il a accosté dans le port de Gotenhafen, aujourd'hui Gdynia, en janvier 1945. Plus de 7000 personnes se précipitent à son bord. Parmi elles,
Ursula, la femme du commandant Wilner, et leur fille Barbara. Dans une cabine du premier pont, elles attendent le départ. On ne savait pas comment les choses allaient tourner. Et tout ce qu'on voulait, c'était partir. Quitter Danzig à tout prix. Mon mari s'était arrangé pour nous procurer une place à bord. J'y étais depuis quelques heures quand il est arrivé très agité et m'a dit « Je t'en prie, dépêche-toi, il faut s'en aller de là, on ne part pas avec le Gustloff ». Ma fille avait 3 semaines. J'avais peur, je me demandais ce qui allait arriver. J'ai demandé à mon mari « Alors comment allons-nous partir ?» Il m'a répondu « S'il le faut, je t'emmènerai à bord de mon sous-marin. Ne te fais pas de soucis. D'une manière ou d'une autre, on s'en sortira. » Bien leur en prie, car peu de temps après avoir pris la mer, le Gustloff est coulé par un sous-marin russe, ne laissant que quelques centaines de survivants. Le commandant a-t-il eu un sombre pressentiment? Il avait l'impression que quelque chose allait arriver à ce bateau. C'était une angoisse. Il n'a jamais décrit ce sentiment de façon précise, mais il voulait absolument que nous quittions ce navire. Commence alors une course contre la montre. Le 13 mars, l'armée rouge est déjà à Putzig, dans la baie de Danzig. 10 jours plus tard, l'avant-garde des tanks soviétiques atteint les rives de la Baltique, entre Danzig et Gotenhafen. Mais l'U-3505 ne peut pas prendre la mer. À la suite d'une collision avec une vedette, le sous-marin est immobilisé dans la rade des chantiers navals de Danzig. Les réparations traînent en longueur, alors que les Russes avancent inexorablement. Horst Wilner a installé sa famille dans une baraque de chantier, afin de pouvoir embarquer au plus vite le moment venu. Ursula Wilner a peur. Le destin tragique du Wilhelm Gustloff ne cesse de la hanter. C'est ici que j'étais allée à l'école, que j'avais mes camarades de classe, mes amis, les relations du club de tennis. Je n'en ai revu aucun. Ils sont tous morts. Alors l'idée de tenter à nouveau de traverser la Baltique, c'était pour moi épouvantable. Le 22 mars, le commandant Wilner reçoit l'ordre de mission. Il ordonne à son équipage de se tenir prêt à appareiller. Wilner veut quitter Danzig le plus vite possible. Il décide de prendre des réfugiés à son bord, malgré l'interdiction de sa hiérarchie. Nous étions donc des passagers clandestins. On a caché ma fille au creux d'une tête d'oreiller dans un sac de marin. Je crois qu'on lui avait administré des calmants. C'est comme ça que nous sommes montés à bord. Moi déguisé en matelot et ma fille dans un sac de marin. On a dû se partager à 3 la cabine de commandant de mon mari. Et il fallait tout faire dans cet espace restreint. Les ordres de la marine militaire sont formels. Pas de civils à bord des sous-marins. Et encore moins des sous-marins de type 21. Mais l'équipage approuve son commandant. Il faut comprendre, il ne pouvait pas laisser sa femme à Danzig et se sauver comme ça. Alors on s'est rien dit du tout. En fait, c'était une évidence. Sur un autre sous-marin de type 21, le commandant Otto Nachtigall désobéit lui aussi et prend des réfugiés à son bord. Les instructions étaient de ne prendre à bord aucune personne étrangère à l'équipage. Mais dans ce cas particulier, c'était une question d'humanité. Alors on est passé outre. On ne s'est guère posé de questions et on n'a rien demandé à personne. On s'est tout simplement attelé à la tâche. On a fait les choses à notre idée. L'équipage de l'U-3505 décide de prendre à bord d'autres civils en plus de la femme du commandant. Même si le sous-marin n'est pas conçu pour ça. L'officier en second, Otto Heilig-Brunner, installe 4 femmes dans le quartier des sous-officiers. Ce sont des proches de membres de l'équipage.
Parmi elles, 2 élèves d'un cloître des Ursulines. Le 22 mars, en fin d'après-midi, l'U-3505 quitte les chantiers navals de Danzig. Il ne se dirige pas immédiatement vers la haute mer, mais vers un autre port. Cap sur Ella, une petite ville qui protège la baie de Danzig. Le commandant Wilner est chargé d'aller y chercher un groupe de 50 jeunes âgés de 12 à 16 ans. Des garçons des jeunesses hitlériennes, quelques enfants des foyers de personnes déplacées et des orphelins. Parmi ces jeunes transis de froid se trouve Günther Schulz, qui a marché jusqu'à Ella. On était là, sur le port, lorsqu'un sous-marin est arrivé. Il y avait aussi des femmes et d'autres enfants. Je ne sais plus trop d'où ils venaient. On est tous montés à bord d'un canot, avec, à la fin, ceux des jeunesses hitlériennes. Ceux-là même qui étaient censés former une élite. Une bande de va-nu-pieds, oui. Je revois encore les yeux de ces enfants pleins d'espoir alignés sur la jetée. Des yeux qui disaient « pourvu qu'ils puissent nous prendre ». Mais on ne pouvait pas les prendre tous, ils étaient des milliers à attendre là, dehors. Ils restaient bien en rang. Il n'y avait pas de pagaille, pas de bagarre pour les places. C'étaient des gamins bien élevés. L'équipage répartit les jeunes gens à la proue et à la poupe du bâtiment. Tout ça au son de Lili Marlène. Je me souviens que les matelots faisaient passer un disque. Je ne sais plus trop quoi, sur les quartiers chauds de Hambourg. Unter der roten Laterne von St. Pauli werd ich am Tag deiner Heimkehr einstehen. On n'avait pas de torpilles à bord. Imaginez un peu, 21 torpilles, ça laisse de la place. Les gosses se sont faufilés dans ce navire étroit et se sont posés où ils pouvaient. On aurait dit des sardines en boîte. On les a installés partout où il y avait de la place. Il y en avait de tous les côtés, dans nos quartiers aussi, bien sûr. On n'avait pas le choix. On exploitait le moindre recoin. Il y en a même qui ont dormi dans les toilettes. On n'était pas regardants. Enfin, on est arrivé à tous les caser. Il y en avait un avec qui j'ai un peu discuté. Il venait d'Elbing. Il s'était perdu et avait marché jusqu'à Gotenhafen. Pendant des jours et des jours, il avait erré sans savoir où étaient ses parents ni rien. Et puis il est arrivé là et s'est fondu dans la masse des autres enfants. Il était tout content. Aujourd'hui encore, je suis fier qu'on ait pu prendre ce petit bonhomme avec nous. Il avait l'air si sympathique. Il disait « Bon sang, je suis en sécurité maintenant, il ne peut plus rien m'arriver. » Mais nous, on savait bien que ça risquait de mal tourner. D'autres sous-marins partant de Danzig emmènent aussi des civils vers l'ouest. Quelques 2500 personnes réussissent ainsi à s'enfuir. Parmi eux, Eberhard Beil, qui parvient à monter à bord d'un sous-marin dans le port de Ella. On était là, tout près d'un sous-marin, quand tout d'un coup quelqu'un a crié « Dépêchez-vous, prenez vos affaires et montez à bord ». On était contents. L'essentiel, c'était de partir. Ella était une base de sous-marins. Il y en avait tout le temps, nuit et jour. C'était un mouvement incessant. Cela faisait un bruit très particulier. On comparait ça à des hurlements de loups. Mais nous, on se sentait en sécurité auprès des soldats. Le commandant donne enfin le signal du départ. Navigation en plongée à 3 nœuds. Il s'agit avant tout de ne pas être découvert. On s'efforce de rendre la vie à bord aussi supportable que possible pour les jeunes, notamment pour éviter tout tumulte qui pourrait mettre l'opération de sauvetage en danger. Au bout de quelques milles, le commandant profite de l'obscurité pour faire surface. Pour l'équipage, cela veut dire qu'il faut désormais maintenir le plus grand calme à bord.
Quand on navigue en plongée, on a toujours des problèmes d'assiette. Le moindre déplacement à bord, même s'il s'agit de faibles charges, se répercute sur la profondeur de plongée. Le moindre pas devait être signalé à l'avance. Pour aller de la proue vers les cabines, il fallait demander l'autorisation et attendre l'accord avant de bouger. Nous avons donc expliqué aux gamins qu'ils devaient circuler le moins possible. Damit das Boot ruhig im Wasser bleibt, müsst ihr hier auch alle ganz ruhig sitzen bleiben. Wenn einer von euch auf die Toilette muss, meldet sich bitte bei einem von unseren Mannschaftsmitgliedern. Habt ihr das verstanden? Ja. Le jeune Günther Schulz commence à comprendre à quel point la traversée est dangereuse. J'ai eu le sentiment que si les choses devaient mal tourner, personne ne saurait jamais ce qu'on était devenu. Dans ces cas-là, on se met automatiquement à prier et on pense à ses parents. L'équipage ne peut guère s'occuper des réfugiés. Le souci primordial, c'est de faire traverser la Baltique à ce sous-marin surchargé et de le mener à bon port. Les civils sont abandonnés à leur angoisse. Je mourais de peur. On m'avait donné une boîte de conserve vide à m'attacher autour du cou si jamais je devais vomir. Ich habe hier was für Sie. Denken Sie sich das mal besser um. Wir haben Vorhersage Windstärke 6 bis 8 mit hohem Seegang. Das soll ich mir umhängen? Ist besser, glauben Sie mir. Mais il n'y a pas que la tempête annoncée qui inquiète l'équipage. Car la marine allemande a posé près de 30 000 mines en mer Baltique afin d'empêcher les navires alliés d'y pénétrer. De leur côté, les bateaux russes et finlandais ainsi que les avions alliés en ont largué le double. L'U-boat 3505 est en danger de mort. Le commandant Wilner doit trouver un passage entre les champs de mines. Des cartes secrètes lui permettent de calculer sa route qui se réduit à un étroit couloir. Certaines routes maritimes avaient été déminées et délimitées par des barges. Mais en mer Baltique, il n'y avait pas de barge. Alors on se fiait à une route donnée, soi-disant dépourvue de mines. Wilner choisit d'abord d'emprunter les routes 51 et 51A qui longent la côte vers l'ouest. Mais la mer est grosse, avec des vents de force 6 à 8. Et le roulis fait ses premières victimes. Dans la cabine du commandant, Ursula Wilner accuse bientôt les effets de ce coup de chien. J'avais un mal de mer épouvantable. J'étais vraiment malade à en mourir. Tout m'était devenu complètement indifférent. Je voulais seulement que ça s'arrête. J'ai été dépêché à la cabine du commandant parce qu'il était de quart et que sa femme avait un tel mal de mer qu'elle ne pouvait plus prendre soin du bébé. Comme elle souffrait beaucoup, je me suis occupé d'elle. Je lui tenais la main, je la consolais, je lui tenais la boîte de conserve. J'allais la vider. Je ne me souviens plus si j'ai donné le biberon au bébé, mais je sais que je le tenais dans mes bras. Dans les cabines des sous-officiers, les autres femmes luttent aussi contre le mal de mer. De même que les garçons à la proue et à la poupe du bâtiment. C'était vraiment affreux. Évidemment, ils n'étaient pas habitués au roulis, et puis ils avaient mangé. Ils ont tous été malades et ont vomi partout. On a cru qu'on ne se débarrasserait jamais de cette puanteur.
On ne pouvait pas leur en vouloir à ces pauvres gosses. Le lavabo, la cuvette des WC, tout était souillé. Et cette odeur qui se faufilait partout. La puanteur était insupportable. Les gens n'étaient pas seulement malades parce que la mer était grosse, mais aussi à cause de l'air vicié qu'ils respiraient. Au bout de quelques heures, le commandant Villeneuve rejoint sa femme. Elle va si mal qu'elle est incapable d'allaiter ou de changer la petite. Le commandant n'avait pas prévu qu'il aurait à se battre aussi sur ce front-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ma présence à bord ne devait pas arranger les choses. Je devais malgré tout être assez sage, parce qu'il ne m'a jamais reproché d'avoir pleuré. Mais il m'a souvent raconté qu'il m'avait langé. Je ne sais pas s'il ne l'a fait qu'à cette occasion, mais toujours est-il que ça l'a marqué. Le jeune Günther Schulz est l'un des rares parmi les réfugiés à ne pas souffrir du mal de mer. Sûr de lui, il se tient aux côtés de l'équipage. On était installés à la proue, au gaillard d'avant, comme ils disent. Et sans doute j'en ai un peu trop fait. Peut-être aussi que les soldats voulaient s'amuser un peu. C'est vrai, on peut bien rire, même si la situation est grave. En tout cas, à un moment, j'ai vu un truc noir sur la table et j'ai demandé « C'est quoi ça ?» Un des marins m'a répondu que c'était de la réglisse. Moi, j'ai dit « Ça se mange ». Ils ont dû me voir venir. Sans doute qu'ils rigolaient d'avance parce que c'était une chic, du tabac, quoi. Et quand on en mange, ça vous rend malade. J'en ai pris un morceau et je l'ai avalé. C'est vrai que ça vous met dans un drôle d'état. C'est comme si on avalait une bouteille d'eau de vie entière. Tout tourne, on est complètement sonné. Et à 15 ans en plus, vous imaginez? Le commandant Villeneuve a demandé une surveillance radio permanente. Il sait qu'à tout moment, l'U-3505 peut être découvert par l'aviation alliée. Ce serait la catastrophe. En mars 1945, la Royal Air Force entreprend une offensive aérienne. Au cours de 270 missions, ces avions largueront près de 1200 mines en mer. Mais il y a aussi les sous-marins russes qui croisent en mer Baltique et pourchassent les navires allemands. Voilà les dangers auxquels sont exposés tous les sous-marins qui font route vers l'ouest, avec des réfugiés à leur bord. J'étais un jeune gars de 19-20 ans, vous savez. Les autres aussi, d'ailleurs. Et on voulait vivre. Nous, on ne savait pas tout ce qui se passait à la surface. C'est que les Russes étaient partout. Toute la Baltique en était infestée. Rotraud Heinze, âgée alors de 16 ans, est elle aussi en route vers l'ouest, à bord d'un autre sous-marin, l'U-999. J'étais allongée sur ma couchette, j'avais posé ma main sur la paroi, sur cette plaque d'acier, et je me suis dit, mon Dieu, toute cette eau, il suffirait d'un rien pour se retrouver au beau milieu. Cet instant-là, je ne l'oublierai jamais. À la surface, on nous a donné un seau d'eau, puisé dans la mer, pour qu'on puisse se laver la figure. Il y avait là un marin, je ne sais plus quel était son grade, qui est descendu du kiosque. Puis, en se tenant au bastingage, constitué d'un simple filin d'acier, il a avancé le long de la coque et a appuyé sur quelque chose qui flottait. C'est là qu'on a vu que c'était un morceau de métal. Il est remonté et a dit que ça avait été moins une. C'était une mine dérivante qui flottait là. L'U-boat 3505 met le cap sur Ronneux. Après 26 heures de navigation, le bâtiment atteint enfin le petit port de l'île de Bornholm. C'était une nuit superbe. Le ciel était d'un noir de jais, on distinguait même quelques étoiles à l'horizon. La mer était calme et la soirée était belle. C'est là qu'une jeune fille est montée sur le pont et que nous avons discuté. Elle voulait entrer au couvent. J'avais 21 ans à l'époque et je ne pouvais imaginer qu'une fille de mon âge veuille devenir bonne sœur.
On a parlé comme ça pendant une demi-heure. Plus tard, elle a prétendu que c'était moi qui l'avais dissuadé de prendre le voile. Une fois le bâtiment à l'ancre, le commandant fait verser la solde aux soldats et préparer le débarquement des matelots chargés du réapprovisionnement. Seuls 3 membres d'équipage ont eu l'autorisation de quitter le sous-marin. On s'est cotisé et on a fait la liste de ce qu'on voulait. L'un voulait un gâteau, l'autre des œufs, un autre encore des fruits, etc. Je faisais partie de ceux qui pouvaient aller à terre. On s'est procuré ce qui était sur la liste et on a rapporté les provisions. Le lendemain, à 17h, l'U-3505 remet le cap à l'ouest. Il reste 150 000 à faire. Le moral de l'équipage et des réfugiés oscille entre la crainte et l'espoir. La mer est presque toujours aussi forte, mais la plupart des femmes et des enfants sont tellement épuisés qu'ils n'en ont même plus conscience. Herr Offizier, Jawohl. Darf ich ein bisschen frische Luft schnappen? In Ordnung, komm rein. Je restais en général dans le poste de commandement, sous le kiosque. D'abord, l'air y était meilleur. Mais je pensais sans doute aussi qu'en cas de malheur, je pourrais sortir plus vite. Et puis j'aimais bien aller sur le kiosque. Parce que là-haut, on suit les mouvements de la houle. On voit ce que fait le sous-marin. Et ça vous évite d'être malade. Les 120 passagers de l'U-Boat ont encore à peu près 18 heures de navigation à endurer. 18 heures de traversée, en pleine zone de guerre. Depuis le début de l'année 1945, 7 sous-marins allemands ont été coulés dans la Baltique. La plupart ont sauté sur des mines. 343 marins y ont laissé leur vie. Les pertes sont encore plus grandes pour les forces de surface et pour la marine civile. Pour le seul mois de mars 1945, les torpillages des Alliés dans la Baltique coulent 37 navires allemands, parmi lesquels des transports de réfugiés. En tout, les opérations de rapatriement de civils par la mer Baltique se solderont par 30 000 morts. L'U-Boat 3505 échappe à l'hécatombe. Le 26 mars, en fin d'après-midi, le sous-marin arrive au port de Travemünde. Sur la jetée, les camions attendent déjà. Ils prennent les jeunes gens en charge et les conduisent dans un premier temps à Hambourg. Le commandant Wilner prend congé de sa famille, car son sous-marin doit procéder à des exercices de tir de torpille. Ensuite, il continuera sa route jusqu'à Kiel, où l'attend un ordre de mission. Il reste une photo prise lors de ce passage à Travemünde. Mon mari, en uniforme, prend congé de son bébé qui n'a que quelques semaines. Il ne sait pas s'il reverra jamais sa famille. Il devait continuer sa route jusqu'à Kiel et se demander s'il reverrait un jour sa famille. Son inquiétude m'a frappée. On conduit Ursula Wilner et son bébé non loin de Hambourg, chez les parents de l'un des opérateurs radio de l'U-3505. C'est là qu'elle attendra son mari. Quant aux garçons des jeunesses hitlériennes, on leur dit qu'ils doivent se débrouiller pour aller de Hambourg en Bavière et se mettre à la disposition des autorités militaires d'un camp de la Wehrmacht. À partir de là, on perd leurs traces. Je trouve ça grandiose et vraiment formidable que mon père, alors un jeune homme de 24 ans, ait pris une décision aussi courageuse. Je lui dois la vie à plusieurs égards. Le 1er avril, l'U-3505 atteint Tirpitzafen, dans le fjord de Kiel. Le vaisseau est amarré au mouillage numéro 18. Le commandant Wilner ordonne à son équipage de nettoyer le sous-marin, puis envoie ses matelots dans leur quartier. 5 hommes restent à bord pour monter la garde. 2 mécaniciens,
un opérateur radio, ainsi que le premier officier mécanicien Fritz Deutschmann et l'officier en second Otto Heiligbrunner. Tous deux montent la garde sur le kiosque. Le jeune commandant Wilner est convoqué chez le chef de flottille. Son prochain ordre de mission lui sera remis à bord de l'escorteur Wilhelm Bauer. Mais les choses ne se dérouleront pas de cette manière. On avait allumé une petite radio et on a entendu « bombardier en formation à l'approche de Kiel ». On s'est dit « bon, eh ben, ça promet ». Mais on ne se doutait pas que ça allait être une telle catastrophe. L'attaque de Kiel commence le 3 avril à 16h19. 1 millier d'appareils de la 8e flotte aérienne américaine prend part à ce bombardement. On a couru vers le bunker pour se mettre à l'abri. Parfois, quelqu'un nous criait « Couchez-vous, couchez-vous ». Quand des centaines d'avions lâchent leurs bombes, ça fait un vacarme affolant. On aurait dit qu'un wagon de marchandises déchargeait des pierres. C'était épouvantable. 9000 bombes s'abattent sur Kiel en à peine 2 heures. Les principaux objectifs sont la rive est, les chantiers navals et le port. Au moment de l'alerte aérienne, j'étais sur le pont avec le premier mécanicien. Il y a d'abord eu un mugissement, puis tout d'un coup, ça a éclaté. Et un geyser d'eau a jailli de l'écoutille du kiosque. On a essayé de refermer la descente pour conserver une bulle d'air à l'intérieur, de sorte que le sous-marin ne coule pas. Dans l'affolement, ils oublient les mécaniciens qui essaient d'échapper au bâtiment en train de sombrer. Là, on a vu apparaître 2 mains, on a rouvert l'écoutille et un mécanicien est sorti. Puis on a refermé. Et là encore, 2 autres mains sont apparues. Mais cette fois-ci, on n'a pas pu refermer le truc après. Et le sous-marin a coulé. Ce qui m'a sidéré, c'est la vitesse à laquelle on a coulé. Le port de Kiel est si profond que les bâtiments basculaient en coulant. Eh bien nous, ça n'a pas pris 2 minutes. On a constaté par la suite qu'il y avait un trou de 8 mètres carrés. Et ça, dans des tôles d'acier de 25 mm d'épaisseur. L'attaque prend fin peu avant 18 heures. Le bombardement a été dévastateur. 12 navires ont été coulés et les chantiers navals sont gravement endommagés. 400 personnes trouvent la mort. Parmi elles, Heinrich Liebetrau, 20 ans, l'opérateur radio de garde à bord de l'U-3505. Malheureusement, la bombe a éclaté à bâbord, c'est-à-dire à gauche du kiosque, ce qui, bien entendu, a enfoncé la paroi en tôle d'acier. Ce devait être une bombe d'à peu près 250 kilos. L'opérateur radio qui était assis là a été tué sur le coup. Ça a duré quelques fractions de seconde. Le sous-marin avait basculé, on était les derniers, et j'ai dit à Heiligbrunner, pour couronner le tout, on va devoir rentrer à la nage. On a regagné la terre ferme tout habillé, puis on est allé s'abriter dans un bunker. Après, ça a duré 2 ou 3 heures environ. Puis le calme est revenu et on a pu mesurer l'étendue de la catastrophe. En plus des 5 navires, 5 ou 6 sous-marins avaient été coulés au cours de l'attaque. C'en est fini de l'U-3505. Cette arme de la dernière chance n'aura accompli qu'une seule mission, un sauvetage de réfugiés civils. Hambourg, 60 ans après le redénouement de l'opération de rapatriement. C'est la première fois que les sauveteurs et les rescapés de l'U-3505 se retrouvent. Ursula Wilner est venue, elle aussi. Elle a 85 ans. Ich bin aus der Kabine ja nicht rausgekommen. Ich war ja seekrank. Es war jedenfalls eine einmalige Geschichte, wo wir dankbar sein können, dass wir das alle überlebt haben. Ich werde das nie vergessen. Ich war in Dienststellung und das waren Unteroffiziere. Hier ist der Turm mit den Flutschlitzen. Hier ist die ganze Besatzung noch auf, so von der Seite. Alle konnten man ja nicht raufkriegen und so weiter.
Das war auch ziemlich Neues. Ja. Das ist die Barbara. Ja, die Kleine. Die Kleine, die ich auch im Arm gehabt habe. Ja, ach, Sie auch? Ja, natürlich. Das war eine... Umgereicht. Viele Männer hatten mich schon im Arm. 29. Ja, mein Vater 19. Kommt hin. Dann waren Sie damals 15. Sur les 120 personnes qui participèrent à l'aventure de l'U-Boot 3505, bien peu ont fait le déplacement jusqu'à Hambourg. Günther Schultz est le seul des 50 jeunes rescapés à être venu. Je devrais remercier chacun d'entre vous. Mais bon, je devrais aussi me lever et parler au nom de tous ceux qui ont oublié de dire merci à l'époque. Je suis venu en souvenir de mon mari et pour l'amour de lui. Il a bien mérité que je vienne le représenter ici aujourd'hui, car il était très lié à son équipage. Cet homme, à qui les survivants doivent leur salut, est décédé en juillet 1999 à l'âge de 79 ans. Horst Wilner est resté lié à la marine après la guerre. Il a été pendant des années membre du conseil de direction de la Lloyd à Brême. Après la guerre, Otto Heilig Brunner, le second, a fait des études de physique, puis a travaillé dans l'industrie et il a épousé la jeune fille à qui il avait alors déconseillé d'entrer au couvent. Fritz Deutschmann, l'ingénieur mécanicien, s'est consacré à la science. Pendant de longues années, il a été professeur de botanique à l'université de Hambourg. Günther Schultz, qui était à l'époque un gamin de 15 ans, s'est débrouillé pour rejoindre Landsberg am Lech, où il a retrouvé ses parents. Il a travaillé plus tard dans l'armée comme électricien. L'histoire de l'U-Boot 3505 est avant tout une leçon de courage et d'humanité. Le courage de passer outre les ordres et d'aider les autres, même au risque de sa propre vie.